Il existe un moment terrifiant dans l'expérience humaine, un tournant spécifique et glaçant dont peu de gens parlent, mais que beaucoup ont ressenti. Ce n'est pas le moment où une personne fait une erreur. Ce n'est pas le moment où quelqu'un perd son sang-froid ou agit par peur. C'est quelque chose de bien plus définitif. C'est le moment où vous regardez dans les yeux de quelqu'un que vous pensiez connaître, peut-être un partenaire, un parent ou un ami de longue date, et vous réalisez avec une angoisse profonde qu'il n'y a personne à la maison. Vous ne regardez plus une personne. Vous regardez un vide. Vous fixez un abîme psychologique qui a englouti l'être humain qui existait autrefois, ne laissant derrière lui qu'une coquille mue par des impulsions sombres et anciennes. Il ne s'agit pas d'une figure de style. Nous parlons d'un effondrement catastrophique de la psyché humaine. Pour comprendre cela, nous devons regarder à travers le prisme de la psychologie profonde, en particulier les intuitions de Carl Jung. Imaginez l'esprit humain comme un vaste système solaire. Chez une personne saine, l'ego. La partie de vous qui dit « je », la partie qui prend des décisions et navigue dans la journée, est comme une planète. Il est solide, il est important, mais il n'est pas le centre de l'univers. Il orbite autour d'une étoile beaucoup plus grande et plus brillante. Jung appelait cette étoile le soi. Le soi est la source de votre conscience, de votre moralité, de votre capacité à aimer et de votre connexion à la vérité. Tant que la planète orbite autour de l'étoile, il y a un équilibre, il y a de la lumière, il y a un contrôle sur notre comportement. Mais il y a parmi nous des individus qui ont rompu cette gravité. Par une vie entière d'arrogance débridée, un refus de faire face à leurs propres défauts et une lâcheté profonde et purulente, ils ont fait l'impensable. Leur ego a cessé d'orbiter. Il a gonflé, enflé par un besoin pathologique de contrôle, jusqu'à se convaincre qu'il était l'étoile. Il a essayé de devenir le centre de son propre univers. Mais l'ego n'a jamais été conçu pour supporter un tel poids. Et donc, inévitablement, il s'effondre. Il implose sous la pression de ses propres ténèbres. Il se transforme d'une planète en un trou noir. C'est la naissance de l'ombre dévoreuse. Lorsqu'un narcissique atteint ce stade, il a franchi le point de non-retour. Il ne lutte plus contre son côté sombre. Il s'y est abandonné. Il en a été possédé. Il est devenu un agent de destruction. Si vous écoutez ceci, c'est probablement parce que vous avez ressenti l'attraction de ce trou noir. Vous avez ressenti l'étrange gravité suffocante d'une personne qui semble fonctionner selon des lois de la physique différentes. Quelqu'un qui draine la lumière de chaque pièce où elle entre. Vous devez savoir que vous n'êtes pas fou. Vous n'imaginez pas la froideur. Vous êtes témoin d'une mort spirituelle. Vous êtes confronté à un phénomène qui va au-delà de la simple toxicité. Il s'agit d'une rupture psychique totale. Et il existe 3 signes indéniables, des changements profonds et structurels dans leur psychologie, qui prouvent que cet effondrement s'est produit. Ce ne sont pas seulement des signes avant-coureurs, ce sont les derniers appels de sirène vous indiquant que la personne que vous aimiez a été consumée par l'ombre. Nous allons examiner ces 3 signes ensemble, en profondeur et avec soin, car les reconnaître est le seul moyen de briser le sort et de sauver votre propre vie. Le premier signe définitif que l'ombre a pris pleinement possession est un changement horrible dans leur façon de gérer la douleur. Nous appelons cela l'ascension du cannibale psychique. Pour comprendre cela, nous devons parler d'énergie. Chaque interaction humaine est un échange d'énergie. Quand nous aimons, nous donnons de l'énergie. Quand nous sommes réconfortés, nous en recevons. Même dans une dispute saine, il y a un échange, une friction qui finit par mener à une résolution. Mais le narcissique qui s'est effondré dans l'ombre s'est coupé de la source de toute énergie interne. Parce qu'il a rompu la connexion avec le soi, il n'a pas de générateur interne. Il est mort à l'intérieur, mais il est toujours vivant physiquement. Et son ego gonflé nécessite une quantité massive de carburant pour soutenir ses illusions. Alors, où trouve-t-il ce carburant? Il doit le prendre chez vous. Il devient un parasite de l'âme. Le cannibale psychique ne vous blesse pas seulement parce qu'il est maladroit ou en colère. Il vous blesse parce qu'il a faim. Votre douleur est sa nourriture. Votre détresse est sa charge de batterie. Vous verrez cela se manifester dans un comportement très spécifique et glaçant. C'est le regard sur son visage lorsqu'il a réussi à vous pousser à bout. Repensez à la dernière fois où vous avez été vraiment dévasté par lui. Peut-être que vous pleuriez, trembliez
le supplier de comprendre ou essayer désespérément d'expliquer votre version de l'histoire. Dans ce moment de votre plus grande vulnérabilité, regardez sa réaction. Une personne normale, même furieuse, a une limite. Lorsque nous voyons quelqu'un que nous aimons souffrir, notre empathie biologique se met en marche. Nous ressentons une pointe de culpabilité. Nous hésitons, nous reculons, mais le cannibale psychique ne recule pas. En fait, il se penche en avant. Si vous regardez attentivement, vous verrez une micro-expression qui le trahit. C'est un sourire subtil et fugace. C'est un éclaircissement des yeux. C'est un regard de satisfaction tordue. Les analystes jungiens parlent souvent de « joie de duperie » ou de « triomphe du prédateur ». Au moment précis où vous avez l'impression de mourir à l'intérieur, il prend vie. Il boit votre émotion. Il se nourrit du fait qu'il a le pouvoir de vous briser. C'est une réalisation terrifiante, car elle bouleverse tout ce que nous pensons savoir des relations humaines. Nous supposons que le conflit consiste à résoudre un problème. Nous supposons que si nous pouvons simplement nous expliquer assez clairement, il cessera de nous blesser. Mais le cannibale psychique crée un conflit exprès. Il fabrique le chaos parce que la paix ne lui offre aucune subsistance. Un vous calme, heureux et confiant lui est inutile. Vous êtes comme une batterie scellée. Il a besoin de vous ouvrir pour accéder à l'énergie à l'intérieur. C'est pourquoi il sait exactement où frapper. Il vous a étudié. Il connaît vos blessures d'enfance, vos insécurités les plus profondes, vos peurs secrètes. Un partenaire normal garde ses secrets avec soin, les considérant comme une confiance sacrée. L'individu possédé par l'ombre les considère comme des coordonnées pour une frappe de missile. Il attend le moment où vous êtes faible et il cible ses blessures avec la froide précision d'un chirurgien. Il ne veut pas seulement gagner la dispute, il veut provoquer une hémorragie psychique. Vous remarquerez peut-être qu'après une terrible dispute, une dispute qui vous laisse vidé, confus et épuisé, il semble soudainement aller bien. Il peut même sembler énergique, joyeux, ou prêt à sortir et à s'amuser. Vous êtes allongé sur le sol en morceaux, et il se prépare un sandwich en fredonnant un air. Cette disparité rend les victimes folles. Vous vous demandez, comment peut-il s'en moquer? Comment peut-il éteindre ça si vite? La réponse est qu'il n'a rien éteint. Il vient de finir son repas. Il est rassasié. Il a réussi à transférer votre vitalité dans son vide. Ce cannibalisme crée un cycle de dépendance. Il vous draine jusqu'à ce que vous soyez vide. Puis il peut vous offrir une miette d'affection. Juste assez pour vous maintenir accroché. Juste assez pour vous laisser vous recharger un peu, afin qu'il puisse se nourrir de vous à nouveau plus tard. C'est une stratégie de prédation. Reconnaître cela est la première étape vers la liberté. Vous devez comprendre que sa cruauté n'est pas une réaction à ce que vous avez fait. C'est une nécessité pour sa survie. Il se nourrit de votre destruction parce qu'il n'a pas de vie propre. Une fois que vous comprenez qu'il se nourrit de votre douleur, vous devez examiner le mécanisme qu'il utilise pour s'assurer que vous restez piégé. Cela nous amène au deuxième signe, une profonde distorsion de la réalité elle-même, l'alchimiste des mensonges. Dans les traditions anciennes, l'alchimie était la noble quête de transformer les métaux de base, comme le plomb, en or. C'était une métaphore de l'illumination spirituelle, de la recherche de la vérité cachée dans le monde matériel. Le narcissique qui s'est abandonné à l'ombre pratique une alchimie sombre et inversée. Il prend l'or de la réalité objective, les faits indéniables, les souvenirs partagés, la vérité littérale de ce qui s'est passé, et il le tord systématiquement jusqu'à ce qu'il se transforme en plomb. Il transforme la vérité en une toile de mensonges lourde et suffocante. Cela va bien au-delà d'être un menteur. Nous connaissons tous des gens qui racontent des mensonges pour éviter les ennuis ou pour se faire paraître mieux. C'est différent. C'est une rupture fondamentale avec la réalité. Vous vous souvenez de la métaphore du système solaire effondré? Lorsque l'ego croit qu'il est le centre de l'univers, il croit qu'il a le pouvoir de définir ce qui est réel. Pour l'esprit possédé par l'ombre, la vérité n'est pas quelque chose qui existe en dehors de lui. La vérité est un serviteur. La vérité est tout ce dont il a besoin à cet instant précis pour maintenir le contrôle. Cela crée un phénomène où il devient l'architecte d'un faux cosmos. Il vous regardera dans les yeux avec une conviction absolue et inébranlable, et niera des choses qui se sont produites il y a 5 minutes. Il vous dira que vous vous en souvenez mal. Il vous dira que vous êtes fou,
que vous imaginez des choses, que vous êtes trop sensible. Il prétendra qu'il n'a jamais prononcé les mots qui résonnent encore dans vos oreilles. Et la partie la plus terrifiante, au moment où il le dit, il le croit. Parce qu'il a coupé la connexion avec le soi. Il a tué l'observateur interne. Dans un esprit sain, il y a une partie de nous qui observe notre propre comportement. C'est cette voix tranquille qui dit « tu mens » ou « ce n'était pas juste ». C'est la conscience, c'est l'encre qui nous maintient attachés à la réalité. Mais chez le narcissique, cette encre a été coupée. La conscience est morte. Il n'y a personne à la maison pour ressentir de la culpabilité. Il n'y a pas de système de contrôle interne. Cela lui permet de mentir avec un niveau de confiance que les personnes honnêtes ne peuvent pas comprendre. Vous vous retrouvez à vous disputer avec lui, à apporter des preuves, à lui montrer des textos, à lui citer ses propres mots. Et cela rebondit sur lui comme des balles sur un char. Il ne se soucie pas des preuves parce qu'il ne reconnaît pas une réalité qu'il n'a pas créée. Il réécrit simplement le scénario en temps réel. Si les faits ne correspondent donc pas à son récit, les faits doivent être détruits. Cette alchimie inversée est utilisée comme une arme contre vous sous la forme de gaslighting. Mais regardons plus profondément que ce mot à la mode. Ce qu'il fait, c'est une attaque contre votre santé mentale. Il essaie de remplacer votre perception du monde par la sienne. Il veut que vous vous méfiez de vos propres yeux, de votre propre mémoire et de votre propre jugement. S'il peut vous faire douter de votre propre esprit, vous devenez entièrement dépendant de lui pour la réalité. Vous devenez une marionnette dans une pièce qu'il écrit. Il joue des archétypes puissants pour vendre cette fausse réalité. Une minute, il est la victime, la pauvre âme incomprise qui a été lésée par tout le monde, surtout vous. Il pleure, il se lamente, il implore la pitié. Puis, en une fraction de seconde, il se transforme en Eros, le seul qui connaît la vérité, le sauveur, le génie brillant entouré d'idiots, où il devient le juge, froid, distant, rendant des verdicts sur votre caractère. Ce ne sont pas des émotions authentiques, ce sont des masques. Ce sont d'anciens schémas de comportement qu'il enfile et retire pour vous manipuler. Il manipulera également les gens autour de vous. Cela fait partie de son alchimie. Il salit votre nom, chuchote des demi-vérités à vos amis et à votre famille, et brosse un tableau de vous comme étant la personne instable. Il recrute des sweat-âmes, singes volants, des complices qui croient à sa performance, et retourne votre propre système de soutien contre vous. Il s'assoit et observe le chaos qu'il a orchestré, insensible à la confusion, en sécurité dans la forteresse de ses mensonges. Ce rejet absolu de la vérité est un signe que l'âme a été fracturée. Une personne qui ne peut admettre un seul défaut, qui ne peut reconnaître la réalité objective, a cessé de grandir. Elle est figée dans un état de défense permanent. Elle protège un château qui est vide à l'intérieur. Et elle brûlera le monde entier, y compris vous, juste pour maintenir ce château debout. Mais peut-être que le signe le plus obsédant de l'ombre dévoreuse n'est pas quelque chose qu'il fait, ou quelque chose qu'il dit. C'est quelque chose qu'il est. C'est l'atmosphère qui l'entoure. Cela nous amène au troisième et dernier marqueur, l'aura de négation psychique. Il y a un poids physique chez une personne qui s'est pleinement abandonnée aux ténèbres. C'est une densité que vous pouvez ressentir dans votre corps. Avez-vous déjà pénétré dans une pièce et senti l'air devenir soudainement lourd? Vous êtes-vous déjà assis à côté de quelqu'un et avez-vous senti votre énergie s'épuiser, comme s'il y avait une fuite dans votre âme? Vous vous sentez fatigué, confus, anxieux. Vous pouvez même avoir froid physiquement. Ce n'est pas votre imagination, c'est la zone de nullité. Lorsqu'un être humain devient un trou noir, il crée un champ de gravité de négativité. Parce qu'il est intérieurement vide, et vidé par son refus d'aimer ou de grandir, il devient un vide. La nature a horreur du vide, tout comme la psyché. Il ne se contente pas de rayonner de mauvaises vibrations. Il absorbe et anéantit activement les bonnes. Ce sont des vides ambulants qui nécessitent la force vitale de tout ce qui les entoure, juste pour maintenir leur forme. Vous remarquerez cela plus clairement dans sa réaction à ce que Jung appelait le numineux, le bien, le vrai et le beau. Observez comment il réagit à l'innocence authentique. Observez-le lorsqu'il voit un enfant jouer joyeusement, ou lorsque quelqu'un exprime une foi profonde et sincère, ou lorsqu'une personne accomplit un acte de charité désintéressé. Il ne peut pas le supporter,
Il a une réaction viscérale et allergique à la bonté. Vous le verrez ricaner. Vous l'entendrez se moquer. Il trouvera un moyen de saper le moment. « Oh, il fait juste ça pour attirer l'attention », dira-t-il à propos de la personne charitable. « Elle est tellement naïve, elle n'a aucune idée de comment le monde fonctionne », dira-t-il à propos de l'optimiste. Il se moque de l'honneur, il lève les yeux au ciel devant l'amour. Pourquoi ? Parce que la présence de la lumière rend ces ténèbres visibles. Voir quelqu'un d'autre vivre dans la plénitude, dans la vérité et dans l'intégrité est un rappel angoissant de tout ce qu'il a assassiné en lui-même. Il ne peut pas tolérer le reflet. Il doit donc briser le miroir. Il ressent un besoin compulsif et brûlant de ternir tout ce qui brille. Il veut entraîner tout le monde dans la boue avec lui. S'il peut prouver que la personne charitable est en réalité égoïste ou que la personne fidèle est en réalité hypocrite, alors il peut se dire que tout le monde est aussi pourri que lui. Il a besoin que le monde soit un paysage infernal pour ne pas avoir à se sentir seul dans son propre enfer privé. Être en sa présence est physiquement et spirituellement épuisant parce que votre système est constamment attaqué. Votre psyché travaille sans relâche pour maintenir ses propres limites contre son vide dévorant. C'est comme se tenir à côté d'un cœur radioactif. L'exposition vous rend malade. Vous vous retrouvez irritable, cynique et déprimé. Vous commencez à perdre votre propre étincelle. Vous cessez de faire les choses que vous aimez. Vous cessez de rire. Vous commencez lentement à vous fondre dans le fond gris de son monde. C'est leur piège ultime. Ils veulent provoquer votre ombre. Ils veulent vous pousser et vous épuiser jusqu'à ce que vous craquiez. Ils veulent que vous criez, que vous jetiez des choses, que vous prononciez des mots cruels, afin de pouvoir vous pointer du doigt et dire « Regardez, c'est vous le fou, c'est vous l'agresseur, vous êtes aussi mauvais que moi. » Ils utilisent votre réaction pour valider leur propre état de délabrement. Ils veulent coloniser votre âme avec leurs ténèbres. Lorsque vous êtes dans la zone de nullité, les lois normales de la connexion humaine cessent d'exister. L'empathie a disparu, la réciprocité est morte. Vous criez dans un canyon et n'entendez aucun écho. C'est un endroit solitaire, froid et effrayant. Et plus vous y restez longtemps, plus vous risquez de vous perdre entièrement. Vous risquez d'oublier que le soleil existe même. Alors, que faites-vous? Que faites-vous lorsque vous réalisez que vous avez affaire à un cannibale psychique, un alchimiste du mensonge, un être entouré de l'aura de négation? Que faites-vous lorsque vous réalisez que la personne qui se tient devant vous s'est effondrée dans l'ombre dévoreuse? La première chose que vous devez faire est d'accepter le deuil de la vérité. Vous devez réaliser que la personne que vous recherchez, l'être humain, rationnel, aimant et conscient que vous pensiez qu'il était, a disparu. Ou peut-être n'a-t-il jamais existé du tout. L'ego s'est effondré. L'ombre a pris le trône. Et vous ne pouvez pas le ramener à la santé par votre amour. C'est la pilule la plus difficile à avaler. Nous voulons croire que notre amour est assez puissant pour sauver n'importe qui. Nous voulons croire que si nous essayons plus fort, si nous sommes juste plus patients, plus compréhensifs, nous pouvons le retirer du bord. Mais vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui a choisi l'abîme. Vous ne pouvez pas raisonner avec un trou noir. Vous ne pouvez pas allumer un feu dans le vide. Son salut exigerait qu'il affronte toute une vie de ténèbres accumulées, qu'il ressente le poids écrasant de toute la douleur qu'il a causée. Et ces mécanismes de défense sont conçus spécifiquement pour empêcher que cela ne se produise. La seule réponse, le seul antidote à l'ombre dévoreuse, est un concept que Jung appelait l'individuation. C'est le processus de devenir un soi entier, séparé et distinct. Vous devez cesser de le regarder et commencer à vous regarder entièrement vous-même. Vous devez reprendre toute l'énergie que vous avez déversée dans son vide et la transformer en votre propre âme. Vous devez vous poser des questions difficiles. Quelle partie de moi me maintient dans cette orbite? Quelle blessure dans mon propre passé me donne l'impression que je mérite d'être la nourriture d'un prédateur? Quelle partie non guérie de moi essaie de se réchauffer à un feu qui brûle, mais ne donne aucune chaleur? Vous devez retirer vos projections. Vous devez cesser de le voir comme une figure d'autorité puissante ou un enfant blessé qui a besoin d'être sauvé, et le voir simplement comme une tragédie dont vous n'êtes pas responsable. Vous devez devenir votre propre planète inébranlable. Vous devez trouver votre propre soleil. Vous devez vous reconnecter avec le soi,
cette étoile à l'intérieur de vous qui connaît la vérité, qui connaît la valeur, qui sait que vous n'avez pas été fait pour être consommé. Vous devez construire votre propre gravité si forte qu'aucun trou noir ne puisse vous faire dévier de votre trajectoire. Cela signifie établir des limites qui sont faites de fer. Cela signifie refuser de s'engager dans leur chaos fabriqué. Cela signifie refuser de vous défendre contre leurs accusations insensées, parce que vous savez qui vous êtes. Cela signifie affamer le vampire. Lorsque vous cessez de réagir, lorsque vous cessez de lui donner votre douleur, il se mettra en colère, puis finira par partir à la recherche d'une cible plus facile. Mais plus importante encore, ce chemin mène à votre propre évolution. Cette terrible rencontre avec l'ombre est une convocation. C'est un signal d'alarme des profondeurs de votre propre vie. Elle vous force à grandir, à devenir plus fort, plus sage et plus intégré que vous ne l'auriez jamais été sans ce défi. Vous avez regardé dans l'abîme et vous avez survécu. Maintenant, vous devez choisir de marcher vers la lumière. En vous éloignant, en refusant de jouer à leur jeu, vous coupez le circuit. Vous préservez votre propre lumière. L'ombre l'a peut-être dévorée, mais elle n'a pas à vous dévorer. La victoire n'est pas de gagner l'argument. La victoire est de devenir si entier, si ancré et si réel que leurs ténèbres ne peuvent plus vous toucher. C'est le pouvoir du soi. C'est la voie de la sortie. Et cela commence dès maintenant, avec le choix de voir la vérité et de choisir votre propre vie.